Bonjour, avec cette vidéo, nous allons débuter un tout nouveau chapitre, un chapitre qui concerne les vecteurs. Vous avez peut-être, sans doute, déjà entendu parler de ce terme, notamment en sciences physiques. Peut-être avez-vous, avec votre professeur, abordé la notion de vecteur de déplacement d'un point. Peut-être avez-vous, avec votre professeur, abordé la notion de vecteur vitesse, ou encore la notion de représentation d'une force. Toutes ces notions sont des notions qui sont au programme de la seconde. Donc en tout cas, on peut voir à travers ces trois exemples qu'en physique, les vecteurs sont très importants. En fait, ils permettent de modéliser différentes notions, telles qu'on l'a vu, les notions de force, déplacement, vitesse, et même, vous le verrez plus tard, d'accélération. Plus tard, même si vous faites des études scientifiques, vous les retrouverez dans d'autres domaines, où ils serviront à modéliser des champs magnétiques, des champs électriques. Les vecteurs interviennent également dans d'autres domaines, par exemple en informatique, avec la notion d'image vectorielle. C'est une technologie qui permet d'éviter en fait la pixelisation des images. Voilà. Alors, en mathématiques, ces vecteurs interviennent dans plusieurs branches, dans la géométrie, ce qui n'est pas surprenant, mais également dans l'algèbre. Le but de ce chapitre, c'est de découvrir ou de redécouvrir les vecteurs et de vous montrer qu'ils sont un outil efficace pour démontrer en géométrie et pour modéliser en physique. On va donc apprendre à manipuler des vecteurs. Il y aura un aspect géométrique avec des constructions, mais également un aspect algébrique avec des calculs. Alors comme cette notion de vecteur ne vous est pas inconnue, on ne va pas tourner autour du pot pour vous expliquer ce que c'est. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En fait, un vecteur, c'est un objet mathématique. Un objet mathématique qui possède trois caractéristiques. En fait, on peut dire que c'est un objet avec, tout d'abord, une direction. Cette direction, elle peut être symbolisée par une ligne, telle qu'elle est tracée sous vos yeux. Mais ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que cet objet mathématique a un sens. Donc là, vous voyez, j'ai indiqué ça avec une petite flèche pour dire qu'on se dirige dans ce sens-là, dans cette direction-là. Et puis la troisième caractéristique de notre vecteur, c'est d'avoir une longueur. Voilà. Donc ici, vous voyez, la longueur est symbolisée par ce trait rouge. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument retenir. Un vecteur, c'est un objet avec une direction, un sens et une longueur. Finalement, un vecteur peut être représenté par le dessin que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un trait d'une certaine longueur dans une certaine direction avec, à une des extrémités, une flèche. Mais si je représente un autre dessin avec la même direction, le même sens, la même longueur. On peut bien noter que les deux droites qui supportent ces traits sont parallèles. On peut donc dire qu'elles indiquent la même direction. S'agit-il du même vecteur? Oui. En fait, ces deux dessins représentent le même vecteur, puisque ces deux dessins, sur ces deux dessins, on a la même direction, le même sens et la même longueur. Si je continue, je peux représenter autant de représentants que je veux du même vecteur. Tous ces dessins représentent le même vecteur. Ça, c'est une chose très importante à avoir à l'esprit. Hein. À partir du moment où deux vecteurs ont même sens, même direction et même longueur, il s'agit en fait des mêmes vecteurs. Alors dans la suite du chapitre, on sera amené à manipuler en même temps plusieurs vecteurs qui vont donc cohabiter sur votre feuille. Et
le plus simple dans ces cas-là, c'est de pouvoir donner un nom à chaque vecteur. Par exemple, ici, le vecteur qui est représenté plusieurs fois, je lui donne le nom U. Alors notez bien que j'ai utilisé une lettre avec une flèche. Hein. C'est donc une lettre surmontée d'une petite flèche. C'est une première façon de noter un vecteur. Si d'autres vecteurs sont concernés, eh bien je vais de la même façon leur donner une autre lettre. Là, on a appelé celui-ci V, celui-ci on l'appelle W. Alors là, j'ai dessiné 3 représentants du vecteur V, 2 représentants du vecteur W. Alors on a dit que les vecteurs peuvent servir à modéliser différentes situations, notamment en physique. Et en fait, dans chacune de ces modélisations, les 3 grandeurs représentent quelque chose de particulier. La première modélisation qui vient à l'esprit, et c'est celle qui va nous guider tout au long du chapitre, c'est celle de déplacement. Quand je me déplace d'un point A vers un point B, en fait, je le fais selon une certaine direction, un certain sens et une certaine longueur. Eh bien, en fait, cette direction, ce sens et cette longueur peuvent être modélisés par un vecteur. On voit donc que l'objet vecteur est parfait pour représenter un déplacement. D'ailleurs, le mot vecteur vient du latin vector, qui est un dérivé de VO, qui veut dire transporter. Par exemple, dans l'expression quand on dit le moustique est un vecteur de maladie, eh bien, on retrouve dans ce mot vecteur le sens de transporter. De même, vecteur a la même racine que par exemple un mot comme véhicule. En fait, en physique, c'est même comme ça que vous avez découvert les vecteurs, hein, à travers la notion de vecteur déplacement d'un point. Je dirais même plus que vous avez déjà abordé cette notion de vecteur en troisième, mais sans citer le nom de vecteur. En effet, vous avez vu ce qu'était une translation et comment une translation permet de déplacer un objet selon une certaine direction, un sens et une longueur. Eh bien, sur la figure qui est sous vos yeux là, vous avez en fait l'image bateau 1 qui est translatée vers l'image bateau 2 et en fait chacun des points est translaté lui-même selon un certain vecteur. Là par exemple on va dire que si j'appelle U ce vecteur en rouge, eh bien B sera dit le translaté de A par le vecteur U. Donc vous voyez que la notion, le rapport entre vecteur et translation que vous avez vu l'an dernier est très étroit. Un dernier point concernant les notations avec les vecteurs. Je reprends la figure où j'avais un point A et je me déplaçais vers un point B. J'ai modélisé cette situation par un vecteur que j'appelle ici U. Ok. Mais j'aurais pu tout aussi bien directement tracer mon vecteur d'extrémité A et B avec une flèche en B. Et eh bien, ce nouveau vecteur, je l'appelle le vecteur AB. C'est une autre façon de noter un vecteur, hein, plutôt que de le noter avec une seule lettre surmontée d'une flèche. Si ce vecteur a des extrémités dont les points sont connus, eh bien, je vais pouvoir utiliser ces points pour noter mon vecteur de la façon suivante. Attention, lorsque je note le vecteur AB avec une flèche, c'est le vecteur qui va de A vers B, c'est-à-dire que la flèche est en B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le même vecteur que le vecteur BA. Le vecteur BA, le voici. Il va de B vers A. Et donc, il sera noté BA. D'accord? Donc attention à ne pas confondre les deux, hein, et à faire bien attention de l'endroit d'où on part et de l'endroit où on arrive, puisque c'est déterminant pour le nom du vecteur. Alors c'est le moment de prendre le cours pour théoriser un petit peu les notions que l'on vient d'aborder. Vous prenez donc votre livre, page 198,
et nous allons voir en détail les différentes définitions et propriétés sur les vecteurs. Donc la première définition est la suivante. À toute translation, on associe un vecteur qui matérialise le déplacement de tout point d'une figure par cette translation. Vous voyez, on voit bien la dernière notion qu'on avait abordée, le rapport qu'il y a entre vecteur et translation. Ce vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une longueur. Alors, ce que je n'avais pas encore dit, c'est que cette longueur, on l'appelle également norme, norme du vecteur. Notez que le vecteur est bien noté avec une lettre et surmonté d'une petite flèche. Là, vous voyez, par exemple, on a 3 représentants du même vecteur. Et la norme du vecteur, elle sera notée de la façon suivante. Vous voyez là, je mets le vecteur entre des doubles barres de chaque côté. Double barre à gauche, double barre à droite. Ce sera la façon de noter une norme d'un vecteur, c'est-à-dire sa longueur. Donc, je répète, ceci ne représente pas un vecteur. Ceci représente la longueur d'un vecteur. Continuons. Donc, on vous dit, la figure f' est l'image de la figure f par la translation de vecteur v. Donc, notez bien la façon de dire les choses. Remarque, on vous dit la translation de vecteur AA. Alors, vecteur AA, ça peut pas être surprenant. En fait, c'est quoi ce vecteur? C'est un vecteur qui se déplace de A vers A. En fait, c'est un vecteur dont la longueur est nulle. Donc, évidemment, elle transforme chaque point en lui-même. C'est-à-dire que si une figure est transformée selon une translation de vecteur AA, ben, la figure reste inchangée. Ce vecteur AA, on le note également un 0 surmonté d'une petite flèche. On l'appelle le vecteur nul. Il n'a pas de longueur, enfin si, il a une longueur puisque sa longueur est nulle, mais il n'a pas de direction et pas de sens. Donc c'est un vecteur un peu particulier, mais qui sera très utile dans les calculs. Continuons. Alors, on a déjà évoqué tout à l'heure la notion de vecteurs égaux. Quand est-ce qu'on dira que deux vecteurs sont égaux? Eh bien, lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Même norme, hein, je rappelle, même norme ou longueur, c'est la même chose. Par exemple, sur la figure qui est là, hein, ces trois vecteurs ont même direction, même sens, même longueur, même norme. Donc ces trois vecteurs sont un même vecteur, ils représentent le même vecteur. Propriété intéressante qui permet de faire un lien entre les vecteurs et les parallélogrammes. Voici 4 points, A, B, C, D. Eh bien, une propriété importante nous dit que les vecteurs AB et CD sont égaux si et seulement si ABDC est un parallélogramme. ABDC. Notez bien, vous voyez là, dans le livre, on a mis D et C en rouge pour que pour porter votre attention sur le fait que c'est bien ABDC et non pas ABCD. En effet, ABCD n'est pas un parallélogramme. C'est un quadrilatère croisé, mais ce n'est pas un parallélogramme. Donc AB et CD sont égaux si seulement si ABDC est un parallélogramme. Donc, en fait, quand on fait un dessin, c'est très clair. Simplement, c'est vrai que si, quand on l'énonce, on aurait tendance parfois à se tromper en disant A, B et C, D sont égaux si seulement si A, B, C, D est un parallélogramme. Attention, là, je viens de faire une erreur. Alors, dernière notion pour aujourd'hui, celle d'opposé d'un vecteur. Alors, on l'a déjà abordé tout à l'heure lorsque l'on a évoqué les vecteurs AB et BA. Hein. Ces vecteurs avaient même direction, même longueur, mais un sens différent. Vous voyez par exemple ici, le vecteur BA et le vecteur U ont même direction, même longueur, mais des sens opposés. On dira que ces deux vecteurs sont opposés. Reprenons le cours. Donc il est noté l'opposé d'un vecteur non nul V, qu'on note moins V, est le vecteur qui a la même direction et la même norme que V,
mais qui est de sens contraire à V. Alors notez, ce qui est nouveau, hein, c'est le fait que ce vecteur opposé, on va le noter avec un moins devant. D'accord? Regardez cette figure, voici un vecteur, et voici l'opposé du vecteur. Voici V, voici moins V. Alors, petite remarque, oui, si on applique une translation de vecteur V à une figure, la translation de vecteur moins V permet de revenir à la figure de départ. Hein, oui, si le triangle est transformé en ce triangle-là par la translation V, en utilisant la translation moins V, on revient au départ. Voilà. Et donc, avec une notation à deux lettres, avec AB, BA, eh bien, l'opposé du vecteur AB est donc BA. On l'a vu tout à l'heure hein, sur un dessin, c'est très clair. Et puis, dernière petite remarque, l'opposé du vecteur nul est lui-même. Bon, c'est-à-dire que moins un vecteur nul est égal à vecteur nul, un petit peu comme moins 0 est égal à 0. Hein, c'est un petit peu la même chose. Voilà pour la première partie de ce cours. Alors, la première chose à devoir savoir faire dans ce chapitre, ça va être de se défigurer, c'est très simple, hein, déterminer des vecteurs égaux. Donc là, on vous donne ici un hexagone régulier de centre O, et on vous demande de citer plusieurs vecteurs égaux au vecteur BC, qui est là. Alors, le vecteur BC, bien sûr, là, il n'est pas représenté. Là, il est représenté ici, par contre, hein, vous pouvez voir, vous voyez, on a tracé un trait qui va de B vers C avec une flèche en C. C'est donc bien le vecteur BC. Alors, est-ce qu'il y a d'autres vecteurs égaux que l'on peut énoncer avec des points de la figure? Bien sûr. Par exemple, le vecteur FE est égal au vecteur BC. Le vecteur AO, le vecteur OD. D'accord? Tous ces vecteurs ont bien la même direction, même sens et même longueur que BC. Donc on peut dire que BC égale, vous voyez la notation, hein, BC égale AO égale OD égale FE avec des flèches par-dessus. Hein. Tout est important ici. Hein. Si vous ne mettez pas la flèche, ce n'est plus un vecteur, c'est une distance. Donc attention à bien mettre la flèche. Dans la deuxième question, déterminer le représentant du vecteur AB d'origine F. Alors ce qu'on appelle l'origine d'un vecteur, vous l'avez compris, hein, c'est son point de départ. Origine, extrémité. Le vecteur AB, le voici. D'accord? Le point F, le voici. Alors, quel est le point qu'on obtient pour avoir le même vecteur que le vecteur AB et qui débute en F? Eh bien, il est clair qu'il s'agit du vecteur FO. Donc, l'extrémité du vecteur est donc O. Donc, FO est un représentant du vecteur AB d'origine F. Est-ce que vous pourriez de la même façon me citer un représentant du vecteur AB d'origine E? Je vous laisse quelques instants, hein, je répète, un représentant du vecteur AB d'origine E. Bon, eh bien il s'agit du vecteur ED, qui n'est pas représenté ici. Hein. Le vecteur ED est un représentant du vecteur AB d'origine E. Troisième question, nommer un représentant du vecteur BF autre que lui-même. Donc là, on vous laisse le choix de l'extrémité et de l'origine. Hein. Donc le vecteur BF, le voici. Ok. Alors, il est clair que par exemple, alors je dis par exemple, mais en fait c'est le seul qu'on peut vraiment choisir ici. Hein. Le vecteur CF est un représentant du vecteur BF. Même direction, même sens, même longueur. Enfin, quelle est l'image du point F par la translation de vecteur BC? Donc le vecteur BC est là, le point F est là, donc l'image du point F par la translation, eh bien en fait ça correspond, c'est comme si on appliquait ce déplacement BC à l'extrémité du point F, on obtient le point E. D'accord? Puisque BC égale FE, je peux dire que E est l'image de F par la translation de vecteur BC. C'est ce qui est écrit là. Passons à présent à l'exercice résolu numéro 2. Il s'agit d'un problème de construction. Alors, on a un triangle ABC. Première question, construire le représentant du vecteur AC d'origine B. Donc, on demande de construire le représentant d'un vecteur, on demande donc de construire un vecteur.
hein, d'origine B, c'est-à-dire dont l'origine est ce point-là. Alors, voyons étape par étape comment on procède. On veut construire un vecteur représentant du vecteur AC, donc qui a même direction, même sens et même longueur que ce vecteur et dont l'origine est B. Donc la première étape, c'est de définir cette direction. Pour ça, on trace une parallèle à la droite AC qui passe par le point B. Ça nous indique donc la direction du vecteur que l'on cherche. Ensuite, on va s'occuper de la longueur, puisque le vecteur que l'on cherche a la même longueur que AC. Donc on reporte à l'aide d'un compas par exemple, ou si on a des carreaux, on peut compter les carreaux, on reporte sur cette droite un point E tel que la distance de B à E est égale à la distance de A à C. Attention, hein, je tiens compte du sens, c'est-à-dire que le point E, j'aurais pu le placer de ce côté-ci, mais comme je veux que mon vecteur ait pour origine B, et il faut bien que je choisisse ce point E de ce côté-ci. Voilà, après je n'ai plus qu'à tracer un vecteur. Hein, éventuellement, je n'ai plus besoin de la droite. Le point E, je n'en ai plus besoin. Et donc, ce vecteur-là que je viens de tracer, c'est le vecteur AC. Et il est bien d'origine B. Donc, j'ai bien ici construit un vecteur d'origine B qui représente le vecteur AC. Deuxième question, on vous demande de placer le point D tel que BA égale CD. Alors, même chose que tout à l'heure, le vecteur que l'on cherche a pour direction BA, puisque BA égale CD. Donc, je trace une droite qui est parallèle à BA et qui passe par C. Mon point D est quelque part sur cette droite-là. Puisque BA, le vecteur BA qui va de B vers A, est égal au vecteur CD qui va de C vers D, le point D se situe de ce côté-ci. Je prends donc éventuellement un compas pour reporter un point D qui soit à une distance CD telle que CD égale BA. Je n'ai plus ensuite qu'à tracer le vecteur et d'ailleurs, enfin, c'est même pas vraiment utile de tracer le vecteur-là, puisqu'on vous demande de placer un point D. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'ai répondu à la question, puisque j'ai bien tracé un point D tel que BA est égal au vecteur CD. On vous demande ensuite quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Alors, il est clair que ABCD est un parallélogramme. La démonstration est très simple, elle vient d'une propriété que l'on vient de voir dans le cours, puisque le vecteur BA est égal au vecteur CD, ABCD est un parallélogramme. Dernière question, citez un vecteur opposé au vecteur BC. Donc le vecteur BC, le voici. Alors, un vecteur opposé au vecteur BC, bon, il y a tout simplement le vecteur CB, mais on peut également citer le vecteur DA, puisque ABCD étant un parallélogramme, CB est égal au vecteur DA. D'accord? Donc c'est bien ce qui est écrit. Hein. Donc un vecteur opposé à ABC est DA. On aurait pu également citer, bien sûr, CB. Voilà pour la fin des exercices.